Et un grand bonjour à Adrien Gindre en ce début de semaine. Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui? Le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, il est également conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le co-auteur de l'Atlas militaire et stratégique que vous avez dirigé. C'est aux éditions Autrement. L'Ukraine d'abord a annoncé hier la reconquête de 3 villages dans la région orientale de Donetsk. C'est une première depuis des mois. Alors le président ukrainien avait reconnu des actions de contre-offensive. On ne va pas faire là l'analyse sur le plan militaire, mais sur la portée symbolique. Est-ce que ça change pour les alliés, tous ces pays qui soutiennent l'Ukraine? Est-on entré à vos yeux dans une nouvelle phase de ce conflit? Alors moi je vais vous dire, je ne commenterai pas la situation tactique en Ukraine pour 2 raisons. La première, c'est que la contre-offensive, elle a commencé en fait depuis longtemps et elle va se produire, se durer encore pendant longtemps. La deuxième raison, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes nous ont demandé de ne pas trop en dire. Le silence. Le silence, bien sûr. Et puis par ailleurs, je n'exclus pas qu'il y ait aussi un petit peu de désinformation de la part des Ukrainiens eux-mêmes. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Donc nouvelle phase, tournant, ça, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est le silence total. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, sur le plan politique, est sans doute obligée de pouvoir présenter des avancées significatives début juillet. Pourquoi début juillet? Parce qu'il y aura le fameux sommet de l'OTAN les 10 et 11 juillet, ou 11 et 12 juillet, pardon. Et là, comme la question de l'Ukraine sera évidemment débattue, sur le plan politique, c'est pas le premier critère, mais pour Kiev, c'est très important de pouvoir présenter à ce moment-là des gains significatifs. Puisque vous parlez de l'OTAN, il y a quelques jours, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a eu des propos qui ont fait réagir sur la potentialité, l'hypothèse qu'à terme, des soldats polonais, par exemple, la Pologne est membre de l'OTAN, puissent s'engager, y compris sur le territoire ukrainien. Alors il avait une formule pour dire « je n'exclus pas que la Pologne s'engage plus fortement sur une base nationale et soit suivie par les États baltes ». Est-ce qu'il y a des éléments, à votre avis, pour attester de cela? Est-ce que la Pologne est au bord d'un engagement en Ukraine? Non. Sur le sol? Non, non et non. Monsieur Rasmussen dit ce qu'il veut, il est citoyen privé, il est connu pour être, on va dire, un faucon, quelqu'un qui est très favorable à un engagement musclé des Occidentaux sur le terrain, c'est son droit. Le fait de se servir de son ancienne qualité de secrétaire général de l'OTAN pour dire « je n'exclus pas que », c'est presque irresponsable. Aujourd'hui, il n'en est pas question en Pologne, et encore moins en Allemagne ou en France. Et donc je crois que ces propos ne sont pas d'actualité et qui sont presque déplacés. Plus on donnera le sentiment à nos opinions que nous pourrions nous-mêmes nous engager directement, engager les femmes et les hommes des armées françaises sur le terrain, moins on assurera le nécessaire soutien de cette opinion, de la population européenne, à l'effort dans la durée qui doit persister, à mon avis, même si la contre-offensive est couronnée de succès, il y aura encore un effort, un soutien à apporter à l'Ukraine pendant longtemps. Donc, propos irresponsables et de toute façon, propos sans importance. Justement, cette aide sur la durée dont vous parlez, elle sera évoquée ce soir à l'Élysée. Il y a un dîner autour d'Emmanuel Macron avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais. Pour le coup, on revient à la question de la Pologne, à la fois sur l'aide militaire et sur ce qu'on a appelé les garanties de sécurité qu'il faudrait donner à l'Ukraine, tant qu'elle n'est pas membre de l'OTAN. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un sommet qui sera organisé à Vilnius au mois de juillet. D'abord, peut-être un mot sur la configuration France, Allemagne, Pologne, avant de revenir au fond. C'est ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Quel poids ça pèse aujourd'hui? Quel leadership ça a ou ça n'a pas d'ailleurs? Alors, c'est important, parce que ce fameux triangle de Weimar, qui est un format, comme disaient les diplomates, qui a été créé un petit peu dans les années 90, un peu après la fin de la guerre froide, on s'en est pas beaucoup servi, alors que sur le plan historique et sur le plan géopolitique, on voit bien que France, Allemagne, Pologne, c'est quand même le cœur de l'Europe. Donc c'est important. On s'en est pas beaucoup servi et c'est dommage. Pourquoi? Parce que dans une période difficile dans laquelle les relations entre les 3 pays prises 2 à 2 sont extrêmement difficiles. La France et l'Allemagne, c'est pas la meilleure période. L'Allemagne et la Pologne, c'est épouvantable. La Pologne et la France, c'est pas terrible. Donc ce dîner, il est important symboliquement et surtout sur son contenu probable. De quoi on va parler? On va parler des garanties de sécurité qu'on pourrait apporter à l'Ukraine. Les garanties de sécurité, c'est en gros, voilà, dire comment est-ce qu'on fait pour continuer à protéger l'Ukraine tant qu'elle ne serait pas dans l'OTAN, à la fois en termes d'engagement politique, d'engagement de défense si nécessaire, et d'assistance militaire dans la durée. Et donc je crois que, voilà, je ne suis pas le dernier à critiquer la diplomatie française lorsqu'elle le mérite, mais je crois que c'est une excellente initiative de l'Élysée et vraiment le bon format entre Polonais, Allemands et Français
pour discuter de ces sujets entre Européens, même si bien sûr on se coordonnera aussi après avec les autres membres de l'OTAN. Précisément, quand on sera à Vilnius les 11 et 12 juillet pour ce sommet de l'OTAN, il y a plusieurs enjeux. Il y a la question de la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais même le président ukrainien a reconnu tant qu'il y avait la guerre, la question ne se posait pas en réalité. Il y a cette question des garanties de sécurité. Il y a aussi la succession ou pas à la tête de l'OTAN pour l'actuel secrétaire général. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, de votre point de vue, un consensus, un alignement des pays de l'OTAN sur ces questions? Parce que Europe et Américains ont parfois des opinions divergentes, et d'ailleurs des opinions qui évoluent à front renversé au fil du temps. Le premier enjeu de ce sommet, ça sera de projeter auprès de la Russie, aujourd'hui l'adversaire principal, une image d'unité. Donc tout ce qui donnera le sentiment qu'on n'est pas tous sur la même ligne, peut être dangereux en termes de réputation de l'OTAN, puisque plus nous apparaîtrons divisés, plus Moscou se dira, je peux y aller, je suis en position de force, pour résumer. Et les désaccords ne sont pas forcément entre Européens et Américains. Je vous donne un exemple, justement, sur la question de l'adhésion de l'Ukraine. La Pologne et les pays baltes sont très en avant, c'est pas une surprise, oui. C'est normal, c'est attendu. Ils voient leur intérêt aussi. Alors que les Américains et les Français, eux, sont à peu près sur la même ligne et sont beaucoup plus réticents à donner des promesses, à faire des promesses d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'OTAN. Je rappelle que l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, elle a déjà été évoquée en 2008. Ça date pas d'hier. On peut pas dire que les alliés se soient pressés. Et c'est normal parce que quand on prend un engagement de faire entrer un pays dans l'OTAN, c'est pour pouvoir le défendre. Et donc, on ne donne pas ce genre d'engagement à la légère. Donc, les divisions ne sont pas toujours entre Européens et Américains. Il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait avoir des problèmes. Par exemple, la Turquie. On sait bien que c'est toujours un petit peu le trublion de l'Alliance, beaucoup plus que la France d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la Turquie refuse toujours de faire ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN à propos des questions liées aux Kurdes, au terrorisme, etc. Et par ailleurs, en profite, comme souvent, pour ralentir l'adoption, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais des plans de défense mis à jour de l'OTAN. Donc on peut avoir un problème avec la Turquie. Troisième problème, là qui concerne la France, il y a l'idée d'avoir une présence symbolique de l'OTAN en Asie, notamment un bureau de l'OTAN au Japon, qui est une idée qui a été avancée par le secrétaire général un petit peu trop vite d'ailleurs à mon sens. Et là la France dit attendez, il faut que les choses soient claires, l'OTAN ne va pas agir en Asie, il ne faut pas donner le sentiment à la Chine que maintenant l'OTAN va se donner des missions en Asie. En fait, il s'agit simplement de pouvoir mieux se coordonner entre pays amis et alliés sans étendre le champ de compétences de l'OTAN. Mais là, vous pouvez avoir un petit sujet entre la France qui est en pointe sur ce sujet et certains de ses partenaires. Je voudrais revenir sur des propos que vous avez eus dans un entretien avec nos confrères de l'Obs sur la notion du réarmement. On constate, au fil de nos plateaux, au fil des semaines, que beaucoup de pays annoncent des augmentations de budget militaire. La France, on a beaucoup parlé de la loi de programmation militaire, plus de 400 milliards sur 7 ans. Il y a quelques jours, on évoquait le Danemark qui compte tripler ses dépenses militaires sur 10 ans. Mais vous dites, attention, ce réarmement, en réalité, il était engagé avant le début de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui change brutalement la donne à l'échelle mondiale. Pas seulement, en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 10 ans, en gros, les années 1990, de pause, voire de désarmement, et pour de bonnes raisons. On pouvait alléger un petit peu la pression parce qu'il n'y avait plus de menaces majeures, ni en Europe, ni pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des pays du monde. Ensuite, on a eu le 11 septembre 2001. Ensuite, on a eu en Europe la Géorgie, le terrorisme, l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a eu plusieurs marches qui ont été franchies depuis 20 ans. Le réarmement en Asie, il a commencé depuis longtemps. Tout simplement parce qu'il y a des grands pays émergents, je pense à la Chine, mais aussi à l'Indonésie, à la Malaisie, à l'Inde ou d'autres, qui ont eu les moyens de dépenser davantage pour leur défense et de construire eux-mêmes certains matériels importants. Donc, si vous voulez, ce réarmement mondial dont on parle, il a commencé depuis bien longtemps. En fait, c'est en Europe que la rupture a été la plus importante. On a eu une première rupture après 2014, l'invasion de la Crimée, et puis, bien sûr, depuis 2022. En fait, les Européens ont deux choses en tête. D'abord, la possibilité que l'Amérique ne soit pas toujours là, parce que, tout simplement, l'Amérique, elle regarde de plus en plus vers l'Extrême-Orient. Et s'il y a un jour un problème avec la Chine, eh bien, les États-Unis seront obligés de ponctionner une partie, notamment les forces aériennes et maritimes, des forces qui sont aujourd'hui en Europe et au Moyen-Orient. Deuxièmement, les Américains eux-mêmes disent, attendez, on ne va pas continuer à faire l'essentiel, nous, de l'effort
qui est celui nécessaire pour la défense de l'Europe contre la Russie. Discours américain qu'on entend quand même depuis 70 ans, mais là ça commence à porter. Et puis troisièmement, ce que voient aussi les Européens, c'est qu'on pourrait de nouveau, en janvier 2025, après l'élection de novembre 2024, avoir un Trump ou un Trumpiste à la Maison-Blanche. Donc pour toutes ces raisons... Qui changerait la donne potentiellement. Ce qui changerait la donne. Moi, je dis souvent à mes amis baltes et polonais qui me disent les Américains sont là, ils sont toujours là, etc. Je dis, vous savez, il suffit d'un tweet. Il suffit d'un tweet d'un président américain pour casser la solidarité transatlantique. Donc pour toutes ces raisons, les Européens, c'est vrai, et je pense que c'est à juste titre, ont décidé de dépenser davantage pour leur défense, le tournant principal étant, comme vous le savez, en Allemagne, où on a vraiment là un changement de mentalité qui est en train de se faire. Et pour le coup, qui est vraiment même un changement historique, pour le coup, par rapport Probablement. à ce qui a été fait. Attendons de voir quand même ce qui se fait concrètement. Dans la réalité. Entre les annonces et la réalité, vous savez, les politiques de défense, c'est des gros tankers. On impulse une direction, mais... ça met du temps avant de se concrétiser. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le nucléaire. Je voudrais vous citer une analyse de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm, qui s'est livré à un décompte sur le nombre de têtes nucléaires parmi les 9 puissances nucléaires répertoriées. Alors certes, il y a un recul sur un an du nombre de têtes nucléaires, mais, disent-ils, si l'on regarde les stocks militaires pour une utilisation potentielle, là, on a une augmentation. Le nombre de têtes nucléaires globales, il est passé de 12 710 à 12 512 en un an. Pour ce qui est des stocks militaires dont je vous parlais avec une utilisation potentielle, on est à 9 576, soit 86 de plus qu'il y a un an. Est-ce que ça doit nous inquiéter ou est-ce que c'est l'épaisseur du trait ? Alors, premièrement, personne, même pas cet excellent institut, ne sait exactement combien il y a d'armes nucléaires dans le monde. Dire cela à l'unité presse, ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, ce qui est le plus important, je pense, c'est que la période de désarmement nucléaire est véritablement terminée. Voilà, on a atteint, là pour le coup, il y a eu une véritable période de réduction des arsenaux nucléaires américains, russes et occidentaux pendant quasiment 30 ans. Ce n'était pas le cas en Asie. En Asie, au contraire, vous avez des puissances nucléaires émergentes. La Chine, l'Inde, le Pakistan et aussi la Corée du Nord. Tout ceci est en train de s'équilibrer un petit peu. On ne va pas, cela dit, repartir dans la course aux armements complètement folle de la guerre froide. À l'époque, il y avait 40 000 armes nucléaires dans le monde. C'était complètement... Enfin, ça n'avait aucun sens. Non. Il n'y a pas d'intérêt à le faire parce qu'il n'y a pas de raison de le craindre. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Tout le monde sait, et les Russes et les Américains eux-mêmes, que c'était une dynamique complètement folle qui s'auto-entretenait. Et puis par ailleurs, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Personne ne veut dépenser autant sur les arsenaux nucléaires qu'on ne le faisait à l'époque de la guerre froide. Enfin, je parle du côté russe et américain. Ce que cherchent les Britanniques et les Français, qui sont des puissances nucléaires moyennes, c'est simplement de maintenir à niveau leurs arsenaux. Ce que cherche en revanche la Chine, c'est de devenir une puissance nucléaire majeure. Et c'est ça la grande inconnue. La Chine va-t-elle vouloir, dans ce domaine comme dans d'autres, se hisser au niveau des très grands, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis, pour être considérée comme une puissance nucléaire majeure. Mais ça veut dire que le nucléaire, encore aujourd'hui, a quand même une forme de suprématie. La dissuasion nucléaire est quand même encore désirée, convoitée, quand vous parlez de la Chine, par exemple. C'est vu comme un facteur de protection ? Oui, c'est vu comme un facteur de protection. C'est aussi à cause de la dissuasion nucléaire que le terrible conflit ukrainien ne déborde pas, n'escalade pas encore un peu plus que c'était le cas aujourd'hui. On a commencé en parlant de l'engagement éventuel de pays de l'OTAN en Ukraine, ce qui, je vous le confirme, n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est aussi parce qu'il y a le nucléaire russe que les pays de l'OTAN ne veulent pas s'engager directement en Ukraine. Et donc c'est plutôt un facteur de stabilité, même s'il y a aussi une dimension politique dans ces affaires nucléaires, puisque des pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan veulent être considérés comme des pays modernes qui disposent de tous les attributs de la puissance, y compris pour la Chine, jusqu'à être considérée comme une puissance nucléaire majeure. Donc il y a aussi un facteur politique dans la possession d'un arsenal nucléaire. C'est pas une affaire, pour la France, c'est pas une affaire de prestige. Mais pour la Chine, c'est peut-être quand même une question de prestige. Et quand on voit les Pakistanais, les Indiens ou les Coréens du Nord qui ont acquis le statut nucléaire il y a relativement peu de temps, il y a une trentaine d'années, c'est vrai que pour eux, il y a un côté, un peu plus que statut, il y a un côté prestige. Je voudrais prolonger ce que vous disiez sur la Chine. Vous y avez fait allusion à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. On a parfois du mal à avoir les idées claires sur ce que cherchent les Chinois. On a vu là
tentative de médiation, je mets beaucoup de guillemets à médiation, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec ce qui est apparu comme un parti pris pro-russe. Il y a les interrogations sur les dessins de la Chine à Taïwan. Y a-t-il ou pas un péril imminent ou plus tardif d'intervention à Taïwan? Quel est le récit géopolitique que la Chine a devant elle? Quel est le projet géopolitique de la Chine? Adrien Gindre, pour moi, il est extrêmement clair, au contraire. Premièrement, la Chine a 2049 en ligne de mire. 2049, c'est le centenaire de la création de la République populaire de Chine. C'est ça qui est l'horizon ultime pour tous les dirigeants chinois. À ce moment-là, en 2049, il faudra que le pays soit, au sens chinois, réunifié. Donc la construction jusqu'à 2049 est déjà en marche, en fait. Bien sûr qu'elle est déjà en marche. D'ailleurs, il y a des plans tout à fait connus. Je ne parle pas de plans militaires, mais des plans de montée en puissance de la Chine sur le plan économique, stratégique, technologique, qui sont quasiment publics et qui le sont même parfois. Donc, premier objectif, 2049, avoir réunifié la Chine. Ça ne veut pas dire que l'invasion de Taïwan soit imminente. Je fais partie de ceux très nombreux qui estiment qu'il n'y a pas de risque imminent pour Taïwan. Entre maintenant et 2049, en revanche, le risque augmentera considérablement. Simplement, la Chine sait qu'elle ne peut pas conduire une telle opération sans prendre elle-même des risques énormes, celui d'une guerre avec les États-Unis, peut-être même une guerre nucléaire, un impact économique phénoménal pour l'ensemble de la planète, à commencer par la Chine elle-même, et que donc, si vous voulez, si elle fait ça, elle fait tapis, comme on dit. Mais la question, c'est bien le quand, pas le si. Pour vous, l'issue est inéluctable, et la question, c'est quand, entre maintenant et 2049. Pour moi, un dirigeant chinois ne peut pas survivre politiquement en 2049 s'il n'a pas réunifié la patrie. Sur l'Ukraine, la stratégie de la Chine est tout aussi claire. Elle est du côté russe, mais sans prendre parti ouvertement et en se contentant d'exporter des semi-conducteurs et des petits matériels de défense, parce qu'elle ne veut pas apparaître comme participant directement à l'effort de guerre russe. Ce que vous appelez médiation est tout simplement, ce n'est pas un plan de paix, c'est une plaisanterie. Voilà, c'est une initiative diplomatique pour montrer que la Chine, soi-disant, est au-delà de tout ça et ne défend pas une partie plutôt qu'une autre. C'est une manière aussi de poser des jalons pour dire le jour où il y aura peut-être pas une médiation, mais du moins une discussion internationale après une stabilisation du front en Ukraine, et nous l'espérons une victoire de l'Ukraine, elle veut avoir un siège à la table, comme d'ailleurs la France. Il y a une puissance dont on n'a pas encore parlé, c'est l'Iran, qui joue un rôle pourtant dans ce conflit. Il y a les drones iraniens qui sont bien sûr fournis à la Russie et souvent aidés. Et il y a eu, là, ce week-end, un appel du président français, Emmanuel Macron, à l'Iran pour appeler à mettre, je cite, immédiatement fin au soutien iranien à la Russie, qui est fait par la livraison de drones. L'Iran peut-il être sensible à un appel comme celui-là du président français? Est-ce que c'est un simple passage obligé pour le chef de l'État, histoire de dire on a envoyé un message à l'Iran, ou est-ce que ça a une quelconque chance d'aboutir? Alors, la diplomatie, je vais vous faire une révélation, ça ne se fait pas à coup de gentillesse, et le simple fait de dire s'il vous plaît, faites ceci ou ne faites pas cela, ça marche rarement. Mais vous avez raison de mentionner cet appel, parce que ce n'est pas tous les jours que le président de la République appelle son homologue iranien. Parce que derrière la question des drones, il y a aussi celle d'une quasi-alliance de plus en plus claire, de plus en plus forte, entre Téhéran et Moscou. Il y a aussi tout le contentieux sur le programme nucléaire iranien, qui atteint, encore une fois, un moment un peu critique, où on se demande s'il y a la possibilité, finalement, quand même, d'avoir un accord limité pour réduire, pour mettre sous cloche, si vous voulez, le programme nucléaire iranien. Je suis sûr que ça a été évoqué également par le chef de l'État lors de son appel. Donc voilà, je pense que ni vous ni moi ne connaissons le contenu exact de l'appel, mais on ne connaît que ce qui nous en est dit officiellement. Suffisamment de dossiers importants qui concernent directement la sécurité de l'Europe et celle du Moyen-Orient pour justifier cet appel. Mais est-ce qu'un dirigeant, un pays ou un domaine a encore une prise sur l'Iran? On a beaucoup pratiqué, quand je dis nous, c'est les Occidentaux, la politique des sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un levier qui permettrait d'empêcher l'Iran d'avancer dans son soutien à la Russie? Est-ce qu'on a une prise sur l'Iran? Alors, assez peu, mais attention, vous avez parlé des sanctions. Il ne faut pas dire que les sanctions, ça ne sert à rien ou ça ne marche pas. Sur la période des 20 dernières années, il y a eu des sanctions efficaces et qui ont touché beaucoup plus le secteur pétrolier et le secteur militaire que la population elle-même. Aujourd'hui, on sait cibler les sanctions de manière plus efficace et de manière qui touche l'État
et non pas la population, en tout cas pas directement la population. L'Iran est encore sous sanctions aujourd'hui. Il y a effectivement cette politique de sanctions économiques et financières et commerciales. Il y a les menaces israéliennes qui sont toujours là. Je ne sais pas si c'est déterminant pour l'Iran, mais en tout cas ça compte. Il y a l'encerclement diplomatique auquel tente de procéder justement Israël avec les États-Unis en rétablissant de bonnes relations avec certains pays arabes, notamment les pays du Golfe. Mais d'un autre côté, ça ne marche pas toujours parce que tout simplement, l'Iran fait du business avec la Russie, la Chine, réussit à rétablir des relations à peu près normales avec l'Arabie saoudite, qui elle est plutôt, on va dire, dans le camp occidental. Donc vous voyez, on a une situation évidemment complexe, parce que le Moyen-Orient, c'est toujours compliqué, mais on n'a pas énormément, pour répondre à votre question, énormément de leviers aujourd'hui sur l'Iran, qui apparaît de plus en plus comme le troisième partenaire du couple russo-chinois, qui ressemble de plus en plus à un trio. En quelques toutes petites secondes pour conclure, vu ce que vous venez de dire, vu ses partenaires, Vladimir Poutine peut-il se dire qu'il est tranquille, qu'avec la Russie, avec la Chine et l'Iran derrière la Russie, en fait, il a ses soutiens comme l'Ukraine a les siens? Je suis persuadé que Vladimir Poutine estime encore aujourd'hui être dans une situation favorable. N'oublions pas par ailleurs qu'il est coupé du monde de plus en plus parce que, comme tous les dictateurs en guerre, les informations qu'il reçoit sont très probablement filtrées et que tout ce dont nous parlons, il n'en a pas forcément conscience à tout moment. Je pense qu'il se sent dans une situation assez confortable. Merci beaucoup Bruno Tertrais d'être venu nous éclairer sur tous ces enjeux complexes, nombreux. C'est ce qui fait le charme aussi de votre matière.